Et donc, tout le challenge, il est avoir une scale-up dans un grand groupe, organiser le produit, et qui en même temps répond aux problèmes de 5 pays différents. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Mathias, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de Product Leader Stories. Du coup, Mathias, tu es directeur de la Digital Factory d'Indigo. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Alors tout d'abord, merci à Martin pour l'invitation. Qu'est-ce que Indigo ? Qu'est-ce que Indigo Neo ? Donc Indigo Neo, c'est la plateforme de vente du groupe Indigo sur le digital. Et on permet à l'ensemble de nos clients, dans à peu près 5 pays en Europe, d'aller consommer du parking. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as rejoint un groupe comme Indigo ? Alors là, on va en parler un petit peu plus tard. La Digital Factory, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fabrique un produit. Ce produit, c'est Indigo Neo. Indigo Neo, qu'est-ce que c'est ? C'est permettre aux usagers, en fonction de leurs problématiques, de leurs usages, du changement de la société, finalement de consommer des produits de stationnement, de mobilité. Le challenge qu'on essaye de remporter avec succès, c'est le fait de, et à la fois, couvrir l'ensemble de l'offre de service du groupe Indigo, donc permettre à un client de se garer dans la rue, et de payer son stationnement, d'être contrôlé, donc ça c'est bien pour la ville, permettre à un client d'aller se garer dans un parking, d'aller s'abonner, d'aller rentrer un petit peu de manière occasionnelle et payer le juste prix. Donc ça c'est un vrai challenge. Et dans le même temps, on est censé aider la collectivité, donc les parkings Indigo sont pour la majorité dans ce qu'on appelle une délégation de service public. Donc c'est le maire qui confie au groupe Indigo le fait de gérer son parking. Et donc moi, en tant que Digital Factory, mon enjeu, il est de construire pour le maire, pour la ville, pour la personne qui exploite, pour le service client, pour le client final, pour les employés Indigo, une solution qui permet au final, à un client final, de s'atteindre dans un parc. Où est-ce que vous en êtes par rapport à Indigo Neo ? Tu peux nous dire depuis quand la Digital Factory peut-être existe, où est-ce que vous en êtes dans cette aventure de rendre ce service-là au début, bien avancé, pourquoi, à la fin ? La Digital Factory, au départ, c'est une start-up qui est rachetée par le groupe Indigo. D'accord. Cette start-up, en 2017, s'appelait OpenGo. Okay. C'est une start-up qui était estonienne, et d'ailleurs, il y a une partie des équipes d'Indigo Neo qui sont toujours en Estonie. Et donc, on a gardé depuis le début cette culture start-up, cette culture produit, et cette culture de essayons de construire quelque chose qui a vraiment de la valeur pour le client final, et qui en même temps va générer du chiffre d'affaires, et donc du revenu, et donc du bénéfice à la fin, pour l'entreprise. C'est vraiment le challenge dans lequel on est. Et donc, cette entreprise, cette start-up, dans le temps, elle s'est finalement spécialisée pour aller répondre à toutes les problématiques du groupe Indigo. Au départ, elle était vraiment très orientée le client, mais maintenant, elle est orientée client, plus toutes les contraintes, que ce soit légales, réglementaires, comptables, fiscales, des villes, etc. Et donc, cette start-up est devenue Indigo Neo, et en devenant Indigo Neo, elle est devenue l'entité qui digitalise tout le métier du stationnement. Et ta question précédente, quel est l'intérêt, pourquoi ça m'intéresse de travailler pour Indigo en tant qu'Indigo Neo, c'est qu'en fait, j'ai l'avantage des deux. J'ai une organisation dite produit qui, elle, est agile et me permet vraiment d'aller résoudre des problématiques clients. Et en même temps, j'ai les moyens d'un grand groupe. Donc, ayant les moyens d'un grand groupe, j'ai quelque part, finalement, une sécurisation de mon financement, de mon développement, etc. Le challenge étant, si je satisfais des problèmes clients, il faut que ça génère de la valeur pour le groupe. Parce que sinon, à un moment, le groupe va te dire tu me coûtes de l'argent, tu ne m'en rapportes pas, on va arrêter. Donc, j'ai les mêmes sanctions marché qu'aurait une start-up, mais je suis dans une grosse boîte. Et donc, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et au service d'un groupe. Alors, je l'ai dit un petit peu au tout début, nous, le groupe Indigo, il est présent dans 9 pays dans le monde. Indigo Neo, donc l'entité plateforme de vente digitale, elle couvre 5 pays en Europe. France, Belgique, Espagne, Luxembourg,
Suisse et bientôt Pologne, donc ça fera 6 pays. Et donc tout le challenge, il est avoir une scale-up dans un grand groupe, organiser le produit et qui en même temps répond aux problèmes de 5 pays différents. Donc ça, c'est tout notre gros challenge. Et on rajoutera un peu plus tard dans la discussion le fait que les usages dans l'ensemble des pays évoluent. On a énormément de choses qui apparaissent, la voiture électrique, le vélo électrique, etc. Avec des niveaux de maturité différents suivant les pays, j'imagine. Exactement. Et donc, dans ce même temps, tout le challenge, il est de suivre les évolutions des différentes sociétés dans l'ensemble des pays d'Europe et d'apporter le service qui est attendu par l'usager. Du coup, cette Digital Factory, cette petite entité en mode scale-up, comme tu le dis, très orientée produit, c'est cet élément que je vais creuser. Aujourd'hui, quel est le niveau produit et toi, comment tu juges la pratique du product management dans la Digital Factory? Pareil, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes au bout du chemin en termes de pratique et vous êtes à l'état de l'art où tu juges qu'il y a encore des zones à explorer, des best practices à mettre en place que vous souhaitez déployer? Ma deuxième sous-question par rapport à ça, c'est le rapport au gros groupe. Comment ça réagit avec quelque part le paquebot, la grande organisation Indigo? Voilà, comment le mode produit est perçu, compris, comment la Digital Factory arrive à interagir correctement avec ses parties prenantes directes. Donc pour répondre à la première partie de cette question, c'est qu'est-ce que cette entité produit fait finalement dans le groupe Indigo et comment est-ce qu'elle est organisée. Donc on est une entité produit, on est à peu près une quarantaine de personnes, on est organisé typiquement comme une orga produit. On a des PO, on a des PM, on a des devs, on a des QA, on a des gens qui s'occupent de la data, on a un petit peu tous les métiers. Les architectes, des gens qui s'occupent de l'infrastructure aussi. Et donc c'est à la fois une orga très typique et à la fois un orga très spécifique. Sur le typique, orga produit, à peu près tous les métiers typiques, on est plutôt sur une approche Kanban. Ouais, dans le delivery. Ouais, pas de Scrum. Philosophiquement, j'en parle un peu plus tard, mais on est vraiment dans cette notion de on délivre régulièrement. Et régulièrement, c'est tous les jours, toutes les semaines. C'est pas tous les mois, c'est pas toutes les années. On est sur cet enjeu de, un petit peu comme toutes les orgas produits, autour de. Moi, j'ai besoin de faire un discovery. Ouais. J'ai besoin de faire un discovery sur les problèmes, parce que si on me demande de fabriquer quelque chose et que j'ai pas bien compris en termes de métier, quel est le problème? Pas bien framer le problème, ouais. Exactement, je vais partir sur une solution qui n'est pas forcément la bonne. Donc forcément, on est sur une approche disco côté problème, et on est aussi sur une approche disco côté solution. Avec un lien entre les deux, on appelle les productions de valeur, où on se dit quel problème je choisis d'adresser parce que c'est vraiment un vrai pain, quelle solution je choisis de faire parce que ça résout vraiment le pain, et parce que dans le même temps, on n'oublie pas la petite musique, je suis dans un grand groupe, si je fais quelque chose, c'est que ça rend service au client, sinon ça sert à rien. Mais surtout, ça apporte de la valeur au groupe. Ça crée de la valeur. Donc, je vais pouvoir le monétiser, je vais pouvoir aller peut-être vendre des nouveaux produits, etc. etc. Donc tout ce challenge-là, il est dans le disco, et il est vraiment au cœur du réacteur. Donc du Kanban, du disco, et métier typique produit. Donc ça, c'est vraiment très classique. Là où on est spécifique, c'est plutôt sur notre culture. Et ça, c'était un sujet qui te tenait à cœur. Celui-là, il est majeur. Pourquoi il est majeur? Parce qu'en fait, on n'est pas en train d'apprendre à faire de l'agilité. D'ailleurs, je n'ai pas de rôle de Scrum Master dans l'équipe. J'ai que des gens qui comprennent la valeur d'être agile, qui comprennent le fait que communiquer, c'est beaucoup plus important que délivrer. Donc, tu n'as personne qui gère le process? Personne. D'accord, intéressant. C'est l'entité elle-même qui s'auto-organise pour gérer. Okay. Et évidemment, à intervalles réguliers, on s'adapte, on change. Et vous challengez, j'imagine. On challenge, etc. On a un certain nombre de rituels qui sont propres aux approches produits. On a un daily stand-up meeting, comme à peu près toute entreprise produit. Le point important sur le DSM, c'est pas un rapport d'activité sur ce que j'ai fait hier. C'est un rapport sur les problèmes qu'on a ensemble. Et donc c'est le moment, ça dure un quart d'heure, alors des fois on est un peu bavard, 20 minutes, 30 minutes, alors là pour nous c'est un crime de lèse-majesté, c'est un peu ça, mais c'est vraiment le côté, essayons de bien communiquer, vraiment le fond pour nous de ce qu'on appelle l'agilité, bien communiquer sur les problèmes qu'on rencontre, sur l'aide dont on a besoin, et sur les solutions qu'on peut s'apporter mutuellement. Donc ça, c'est un truc très spécifique, entre guillemets, à l'équipe. Je ne suis pas l'activité des gens. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de suivre ce qu'on fait ensemble et de résoudre ces problèmes. Un deuxième point spécifique... Outcome driven plutôt que output. Exactement. Et donc, cette notion de com, elle est majeure. Parce que si tu ne te parles pas, en fait, tu vas regarder ce qu'il y a dans ton ticket, tu vas livrer ce qu'on t'a demandé de faire. Souvent, ce qu'on demande de faire, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on aimerait bien faire, mais en vrai, il ne faut pas faire ça. Alors, je vais expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Dans beaucoup de cas... si je fais ce qu'on me demande, en fait, je fais ce qu'un chef d'un chef d'un chef d'un chef a imaginé,
Et en fait, je ne suis pas en train de répondre à un problème, même si on a l'impression collectivement, le client, dans un persona, a tel problème. On est parti direct dans une solution bien en tête. Donc une spécificité, c'est qu'on essaye le plus régulièrement possible d'être en face du client. Alors ça, c'est un terme japonais que j'ai utilisé qui s'appelle le Gemba Walk. Le Gemba, oui, bien sûr. Le Gemba, dans le Lean, qui est très... Et donc le Lean est très présent dans ce qu'on se fait, c'est vraiment d'améliorer nos pratiques. Et dans le Gemba, il y a quelque chose d'important. C'est un terme japonais qui veut dire aller là où se passent les choses. C'est très adapté dans le Lean sur un manager qui va aller voir les équipes. On n'utilise pas comme ça. Vous, c'est l'empreinte terrain. C'est l'équipe, donc le dev, le QA, le designer, le PO, etc., qui vont physiquement dans les parkings et qui vont passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ne serait-ce qu'à discuter avec les gens qui sont là. Des fois, ça peut être un client final. Des fois, ça peut être la personne qui gère le parking. Et chacun va qui est un persona pour vous aussi. Et qui est un persona. Et cette notion de persona, pour nous, elle est à la fois utile. Ça me permet de typer un petit peu l'usage de mes clients, des besoins. Et en même temps, très dangereuse. Parce qu'un client, il peut être le matin résident à Paris. Donc, on opère le stationnement dans la ville de Paris. Donc, tu peux payer dans la rue avec ton application Indigo Neo le matin. Le midi, ce même usager peut faire, je sais pas moi, une réservation dans un parking, et puis dans la rue. Et le lendemain, en fait, il est en train d'utiliser son parking d'entreprise, qui est géré par Indigo, et donc par Indigo Neo. Et donc aller segmenter les clients, les mettre dans une case, c'est un petit peu compliqué, un petit peu risqué, puisqu'en fait, en vrai, le client, il a un peu tout ça à la fois. Donc on essaie de désegmenter. Et donc ce côté aller sur le terrain, justement, ça nous permet de comprendre ce que vit en vrai le client. Il ne vit pas des segments d'usage. Il vit un usage en 360. Nous, on appelle ça, alors d'autres entreprises appellent ça pareil, une approche omnicanal. C'est-à-dire que quand je parle à un client, en fait, il voit l'entreprise Indigo en 360. Le service client, la personne dans le parking, la plateforme qui lui permet d'acheter, etc., etc. Donc, il y a vraiment, il faut qu'on ait cette compréhension-là. C'est quoi votre boussole, en fait, là-dessus, pour vous dire, là, j'ai passé assez de temps sur le terrain, ou pas du tout ou ça fait longtemps que je ne suis pas allé aussi. Peut-être que c'est des rappels à l'ordre que tu fais parfois, parce que j'imagine qu'on peut vite se défocus du terrain. C'est ça. Donc déjà, il y a une bonne pratique qui est, quand quelqu'un nous rejoint, faisons un GABA tous ensemble. Ah ouais, sympa, ok. Bonne pratique. On lui fait découvrir un petit peu notre coutume locale. Allons parler à un client. Tout de suite, ça change un petit peu la perception des gens qui nous rejoignent. Tiens, c'est marrant, ce qui les intéresse, c'est pas ce qui est écrit dans le ticket. Ce qui les intéresse, c'est ce que vit le client. Un exemple, fabriquant la plateforme de vente pour le client final, on fabrique aussi l'interface qui permet au service client de comprendre ce qui s'est passé quand le client a acheté quelque chose. Il a une facture, il a payé, et il y a un problème de prélèvement, etc., etc. Le simple fait d'aller visiter un parking et de me rendre compte que la personne qui est dans le parking a 4 ordinateurs, avec 4 écrans, 4 outils pour aller répondre aux problèmes du client, on se dit, oula, il y a un problème. Comment ça se fait que le groupe Indigo mette en place 4 outils? Et ça, je ne peux pas le découvrir quand je suis en train de faire mon outil qui va me répondre aux problèmes spécifiques du service client. Je vais sur le terrain, il y a 4 outils. Du coup, le projet ne devient plus mettons dans la main du CRC, du service client, un outil pour, intégrons-nous dans un outil existant pour essayer de réduire l'expérience. Ouais. Exactement. Et moi, si j'arrive à améliorer l'expérience de la personne dans la boutique, j'améliore l'expérience du client final. Parce que le client final, lui, il est à la barrière. Il ne comprend pas, la barrière, c'est pas ouverte. On a de la lecture des plaques chez Indigo. Et il appuie sur le bouton, il dit je comprends pas, j'ai un abonnement dans votre parking, ça s'ouvre pas. Attendez, je vais regarder dans une de mes 4 interfaces, je vais trouver le problème. Et pendant ça, le client, il attend. Le fait d'être sur le terrain fait qu'en fait, on comprend ce que vit un de nos personas, on revient sur le persona, l'exploitant, qui lui doit ouvrir la barrière, et on comprend ce qu'il dit. Ok, du coup, ce qu'on va fabriquer sera plutôt la même chose. Une autre spécificité, c'est que je considère que quelqu'un qui nous rejoint, il fait du produit. Qu'il soit POPM, ça a l'air un peu logique. Qu'il soit designer, déjà on se dit oui, c'est vrai, oui, designer on peut faire. Moi je suis UI designer. Oui, tu fais du produit. Qu'on soit dev, et pourquoi les devs ils font du produit? Qu'on soit QA, qu'on s'occupe de l'infra, qu'on s'occupe de la data. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On fait tous du produit. Ça veut dire que chacun est en train de fabriquer avec sa compétence, avec son expérience, avec son expertise, une partie de ce que va vivre le client, de ce que va vivre la ville, parce qu'on fabrique aussi ça pour les villes. Ce que je veux dire, c'est que si chacun considère qu'il construit un bout du produit, et quand je dis considère, je vais très loin. Je considère qu'un dev, il doit écrire le ticket de ce qu'il est en train de faire. C'est pas au PO de le faire. Je considère qu'un QA, il n'est pas en charge de tester. Si QA, ça veut dire
Quality Assurance. Donc ça veut dire testeur. Non, le rôle d'un testeur, c'est d'aider l'équipe à livrer quelque chose de qualité. Donc ça veut dire ne pas tester. Par contre, organiser l'équipe pour que le test soit fait. Du coup, pour l'équipe produit, on a fait le job, y compris pour le testeur. Là où ça devient plus compliqué, plus subtil, et là vous allez un petit peu réagir, je considère qu'un développeur, tout comme un QA, tout comme un PO, il doit aussi intervenir sur l'outil design du designer. Il doit créer des composants dans le Figma ou dans l'outil de design utilisé par l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'un développeur sur iPhone, sur iOS, il connaît par cœur comment fonctionne, ce qu'on appelle design system, comment fonctionne un produit iPhone. Et donc lorsqu'il faut faire évoluer quelque chose, il est le plus pertinent pour aller dans le Figma faire la petite évol. Si c'était fait pour iOS, très certainement pour Android, ça va ressembler un petit peu, on reste sur une app, etc. Donc il y a peut-être aussi une pertinence. Et peut-être sur le web. Et là, je vous explique assez rapidement que quand on fabrique quelque chose au sein de la Digital Factory pour le client final, on le fait sur iPhone, on le fait sur Android, on le fait sur le web, on fait des interfaces pour le CRC, on fait des interfaces pour l'exploitant, on remonte les flux financiers au sens comptable terme. Donc en fait, l'intéressant de ce qu'on est et de ce qu'on fait, c'est qu'on est vraiment au cœur du réacteur, en train de fabriquer tout ce qu'il faut pour qu'Indigo commercialise exactement au niveau digital l'ensemble des produits qu'il a à vendre. Donc beaucoup de spécificités dans comment on est organisé. Ce qui se cache derrière toutes ces spécificités, c'est ce côté entre ce qu'on appelle le bottom-up et le top-bottom. Donc le top-bottom, c'est le chef à décider, les gens font. Bottom-up, c'est les gens sur le terrain constatent des problèmes et en fait décident d'acter. Dans mon approche produit, je considère que les gens qui sont en train de faire sont les plus pertinents pour aller décider de ce qu'il faut faire. Alors oui, évidemment, on revient à l'histoire du début. Si tant est qu'ils sont sur le terrain, et qu'ils ont si tant est qu'ils sont sur le terrain, si tant est qu'ils sont dans la stratégie de l'entreprise, si tant est qu'on est en train de résoudre des problèmes, si tant est qu'on peut les commercialiser, donc on peut les monétiser. Et donc, c'est pas un blanc-seing pour dire t'es dev, fais ce que tu veux. Non. Par contre, c'est un blanc-seing pour dire collectivement, on a tant de volume d'affaires sur tel type de produit et on veut aller à tel niveau. Et là, on remonte sur une notion que je n'ai pas citée au début. On est sur une notion d'OKR chez Indigo. Les OKR, pour ceux qui ne maîtrisent pas, pour faire très simple, on spécifie l'ambition, on essaie d'expliciter la mesure de cette ambition, et puis on va ensemble essayer de fabriquer ce qu'il faut pour répondre à cette ambition. Et donc là, moi, l'équipe est autonome pour aller fabriquer ce qui ramène de la valeur, tant que collectivement on est d'accord qu'on est bien en train de se rapprocher de la vision. Et là, vous avez l'histoire complète de ce que c'est que l'entité produit Indigo Neo chez Indigo, dans une grande entreprise, avec une orga type plutôt scale-up, et avec moi, une approche qui est vraiment, on est plus d'une quarantaine dans l'équipe, ça m'intéresse énormément d'avoir 40 personnes qui réfléchissent à comment améliorer et le business d'Indigo et la vie du client, plutôt qu'il y ait une personne qui est le chef qui décide d'eux, ou le PO qui est lui responsable du ticket, et qui dit « fais mon ticket ». Oui, mais non, on est nombreux, et si on comprend ton problème, potentiellement, on fera même mieux que ce que tu imagines. Et justement, par rapport à ça, quand est-ce que tu te dis, et vous vous dites collectivement, du coup, que vous avez séché le problème? Parce que ce qui est complexe quand on est dans la résolution de problème, l'analyse de problème, c'est que le problème il s'élargit, il devient de plus en plus difficile à appréhender et potentiellement à opérer. Et derrière, pareil, comment vous définissez et vous mesurez les gisements de valeur produits, ce qui n'est pas forcément évident parfois. On est vraiment très pragmatique. On est une entreprise, donc en fait on est là pour faire finalement des investissements, du temps, de l'argent, sur un sujet donné, le plus décrit possible, le plus documenté possible, de générer du chiffre d'affaires. Donc le processus discovery nous permet de faire ça, de dire je décide de tacler tel problème parmi l'ensemble des problèmes que le client peut avoir sur ce thème-là, donc j'en choisis certains, et je ne choisis pas au hasard, par à quel point c'est vraiment un vrai pain pour l'utilisateur, par le fait que si je débloque ça, je vais débloquer du revenu chez moi, parce que je vais permettre par exemple à une entreprise de consommer plus facilement de Indigo Neo là où il n'y arrivait pas avant. Un exemple assez simple, là, on vient de permettre aux clients Indigo Neo d'acheter en masse. Jusque-là, on pouvait acheter un par un. En unitaire. En unitaire. Maintenant, on achète en masse. Qu'est-ce que ça change pour les clients? Tous ceux qui ont plus de 1 abonnement, plus de 1
stationnement dans la rue, bah maintenant, en une fois, ils achètent pour tous leurs employés. Jackpot. Donc c'est un pain qu'on n'avait pas décidé de résoudre jusque-là, qu'on a décidé de résoudre, qu'on traite, et après on va le mesurer, évidemment. Donc on le fabrique et on va le mesurer. Et donc c'est la mesure qui nous permet de dire, Qui justifie voilà, l'apport de valeur. Exactement. J'avais choisi d'y passer du temps, donc de dépenser de l'argent, finalement. J'amène de la valeur. Est-ce que j'en amène suffisamment? Oui, non. Non, ben, je peux peut-être renoncer. C'est possible. C'était pas un bon pari, ça amène pas la valeur. Ah, je sens que je pourrais faire mieux. Je le sens parce que les chiffres me le montrent, parce que quand je parle au client, et on repart sur un cycle. Et donc tout le challenge, il est là, il est d'arriver à correctement mesurer le stop ou encore. Sachant que, à nouveau, Digital Factory est du groupe Indigo. Donc, le groupe Indigo, je n'ai pas été très précis, on est présent dans 9 pays. La Digital Factory couvre 5 pays, ça je l'ai dit. Et donc, j'ai des besoins de 5 pays qui ont chacun tous leurs problèmes. Alors ça, je crois que c'est un challenge. Comment vrai challenge. Tu gères le global versus le local. Les demandes locales, les spécifiques. Donc, c'est là où l'approche produit nous aide beaucoup. L'approche produit, elle nous dit quelque chose d'assez simple. Elle nous dit, en France, pour les parkings de Paris, j'avais un problème spécifique. Donc un jour, quelqu'un a construit une solution spécifique par rapport à ce problème. L'Espagne a peut-être exactement le même problème, mais pas exactement exprimé de la même façon. Tout le challenge de l'approche produit, c'est justement se dire, il y a un truc d'un côté, il y a un autre truc de l'autre. Est-ce que au fond du fond, c'est pas le même problème? Oui, bah, construisons un produit qui répond aux deux. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à adresser le local, tout en essayant de construire quelque chose pour le global, le problème étant, pour quand tu le veux. Parce que potentiellement, l'Espagne le veut pour demain, et la France le voudra un jour. Donc c'est là où on a les OKR nous aident énormément. Parce que les OKR, c'est de manière assez simple, s'aligner avec l'ensemble des métiers, en interne, sur des enjeux business ou d'économie, ou etc. etc. Et donc c'est là où on va pouvoir avoir un forum commun, en disant la France n'en a pas besoin tout de suite, l'Espagne en a besoin urgemment. Je fais quoi? Je privilégie le besoin de l'Espagne parce que ça va débloquer quelque chose, ou je passe un peu de temps et je vais aller m'occuper d'autre chose, parce que finalement la valeur apportée n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourra apporter pour le groupe. Et comment ça réagit? Est-ce que parfois ça peut être compris ou moins bien compris, non, par une business unit à l'étranger comme ça? Ouais, j'avoue que c'est un de mes problèmes principaux. Autant l'agilité me permet, moi, d'énormément communiquer, d'énormément m'aligner, d'énormément comprendre ce que je suis censé fabriquer, donc ce que l'équipe est censée fabriquer. Autant, quand je m'interface avec d'autres métiers, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres langues... C'est un sacré défi. La distance, la langue, la culture. Donc on parle de culture produit. Culture produit, finalement, elle est dans cette structure-là, Indigo Neo. Elle contamine un petit peu les gens qui sont proches, le marketing, etc., etc. Mais les gens qui sont dans un autre pays, là, c'est compliqué à comprendre. Quelle est la valeur apportée? Et donc c'est là où on a ce qu'on appelle des ambassadeurs. C'est là où on a des gens dont le métier, c'est de bien comprendre la valeur qu'on peut amener et finalement d'aller négocier, de communiquer, d'aller partager la vision où on va, la roadmap, ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc je vous avoue que c'est pas facile. C'est quasiment un des points les plus compliqués à gérer. Mais en tout cas, ça fait partie de la diversité de ce qu'on a à faire. Et sachant que là, on vient de parler de la complexité de chaque pays. Multiplions ça, j'ouvre un autre thème, tu ne peux pas encore poser la question, multiplions ça par tous les domaines qu'on adresse. Donc aujourd'hui, historiquement, un client il gare dans un parking. Il faut garer ma voiture dans un parking, donc il faut que je puisse m'abonner, il faut que je puisse payer à l'usage, etc. Les motos sont présentes dans un certain nombre de grandes villes. Ce serait bien qu'elles se garent aussi. Les vélos, tiens, ça c'est la société qui change, notamment les vélos électriques, Martin. Trottinettes aussi, Trottinettes aussi. Maintenant, ils sont un peu moins dans la rue et un peu plus dans les parcs. Pourquoi ils sont un peu plus dans les parcs? Parce que les vélos, c'est plus les vélos d'il y a quelques années, c'est des vélos électriques qui coûtent pas complètement le même montant qu'un vélo dans le passé. Et donc on n'a pas vraiment envie de se faire voler, on n'a pas vraiment envie qu'il soit vandalisé, on n'a pas vraiment envie qu'il soit des fois juste trempé. En ce moment, il pleut bien à Paris. Et donc, on commence à offrir dans les parkings Indigo ce qu'on appelle les cycloparcs, qui sont des zones sécurisées pour du vélo. Mais moi, en plateforme digitale, je vais vendre ces produits-là.
avec un parcours client qui soit le plus adapté possible. Et qui va être très différent du véhicule. Et qui va être très différent de la moto, de la voiture, etc. Et qui sera différent en Pologne versus la France. Exactement. Et parlons de Pologne versus la France. La recharge électrique, on voit bien qu'aujourd'hui, les véhicules changent, donc les usages changent, donc les problèmes changent. Et aujourd'hui, Indigo a déployé plus de 5000 bornes de recharge électrique dans ses parcs. D'ici fin d'année 2025, on sera à plus de 8000, ce qu'on appelle des stations de charge, donc des points de charge. Et ça, c'est nouveau. Ça nécessite d'investir énormément dans les parkings, ne serait-ce que pour amener du courant en puissance suffisante. Et donc, à nouveau, pour la plateforme de vente digitale, c'est encore un nouveau métier qu'il faut que j'assimile, qu'il faut que je comprenne, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que mes gens qui fabriquent aient une voiture électrique, comprennent comment ça marche, etc. Et donc ça, c'est pas le local, mais c'est les usages de nos concitoyens qui évoluent. Et notre métier à nous, c'est de suivre ces usages-là. Parce que si on les suit, on va amener de la valeur. Si on amène de la valeur, j'amène du chiffre d'affaires pour le groupe. Ouais. Et justement, par rapport à la valeur, chiffre d'affaires, parfois il y a des injonctions contradictoires entre le chiffre d'affaires ramené sur des fonctionnalités et un parcours utilisateur voulu. J'imagine que ça doit vous arriver, ça arrive dans plein de produits. Comment vous arbitrez où est-ce que vous mettez le curseur là-dessus? Je vais donner un exemple assez simple. Sur telle ligne de marché, faisant partie d'une grande entreprise, je dois générer 3 millions d'euros. J'invente le chiffre, évidemment. Est-ce que les clients, parce que j'ai décidé que je devais générer 3 millions d'euros, ils vont se mettre à me donner 3 millions d'euros? Pas vraiment. Pourtant, ces clients-là ont des problèmes que je n'ai pas encore résolus. Donc, en tant qu'entité produit, mon job il est très simple. Je dois générer. Alors, très certainement, je vais demander à dimensionner l'équipe pour être capable de générer. Donc, il y aura des ressources, on va pouvoir faire des choses. Mais en contrepartie, il faut que je détecte le plus vite possible et le mieux possible les problèmes des clients. Et on reboucle. On reboucle sur quoi? Va sur le terrain, bien sûr, parle à tes clients existants, va voir ce que tes concurrents font, comprends la data, identifie des pains, trouve des solutions. Et en fait, là, on a le meilleur des deux mondes. J'ai rempli mon objectif en tant qu'entreprise, qui est de générer du chiffre d'affaires et du résultat, sinon ça va s'arrêter très vite. Et en même temps, j'ai satisfait de nouveaux besoins. Donc c'est comme ça qu'on réconcilie les deux, pour le bien des deux. Top. Et tu m'évoquais, et je le vois dans beaucoup d'organisations, un des enjeux et des défis majeurs, c'est gérer la scalabilité et l'effet d'échelle, le passage à l'échelle. Et on sait qu'en général, plus on grossit, il y a des frameworks qui existent, mais qui apportent certaines réponses et qui sont plus ou moins parfaites, de gérer de l'agilité à l'échelle, de gérer de la valeur à l'échelle, de faire du produit à l'échelle. Comment toi tu vois les choses? Parce que du coup j'imagine que cette Digital Factory, depuis qu'elle existe, elle grandit. Voilà, comment tu comptes continuer à opérer de cette manière-là en faisant de la croissance? Alors, je lance un appel à tous les auditeurs. Si vous avez une solution miracle, ça m'intéresse. Aujourd'hui, je suis confronté à ce problème-là. C'est-à-dire, on a construit l'équipe Horizon 2017. On était 4 dans l'entité où on est. On est plus de 40. Donc évidemment que toute la culture, toute la valeur, toute l'approche qu'on avait quand on était 4, elle est toujours là. Parce que finalement, l'ADN d'une entreprise, elle reste, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille. Donc elle est toujours là. Et en même temps, tout notre écosystème a été un petit peu réinventé. Et donc comment, à chaque fois que quelqu'un nous rejoint, faire en sorte qu'il rejoigne nos valeurs, notre culture, on a un petit peu expliqué tout à l'heure, elles sont assez fortes, et en même temps, être capable de répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. J'ai pas de solution miracle. Aujourd'hui, je grossis. J'essaie de, entre guillemets, de faire en sorte que les personnes qui nous rejoignent comprennent bien ce qu'on cherche, que nous, on comprenne bien ce qu'elles cherchent aussi, et qu'ensemble, on aille fabriquer ce qu'il faut pour le client. Il n'empêche que, à 40, la communication est beaucoup plus compliquée qu'à 4. Toujours cet exemple-là, vous avez 2 personnes, pour que les 2 communiquent, il y a un trait entre les 2. Vous avez 3 personnes, il faut 3 traits. Le fameux mapping des communications. Exactement, et donc on est exponentiel. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas de solution miracle. Pour l'instant, c'est toujours une entité, avec des métiers, un fonctionnement qui est plutôt collectif. On essaie de craquer des problèmes ensemble. Et évidemment, on est capable de faire plusieurs sujets en parallèle. Donc on est bien déjà en train d'avoir quelque part plusieurs, ce qu'on appelle nous des squads, plusieurs squads,
Le pas qu'on n'a pas passé encore, c'est qu'on n'a pas figé ces squads. On n'a pas dit, à partir d'aujourd'hui, il y a une équipe pluridisciplinaire, c'est ce qu'on est, qui va être dédiée à faire un sujet. On n'y est pas, on va peut-être y être un jour, mais aujourd'hui, on est encore dans cette espèce de vision un peu idéale, où on se dit, on est encore capable de résoudre collectivement l'ensemble des problèmes, on est encore capable de traiter 2 sujets majeurs en même temps, 5, 6 sujets un peu plus mineurs en même temps, d'où le fonctionnement en Kanban qui me permet vraiment, d'où j'ai parlé tout à l'heure du DSM où on se focus vraiment sur les choses qu'on fait ensemble, etc. Ce qui n'empêche qu'on fait quand même des choses dans chaque métier. L'infrastructure, elle n'a pas forcément le même problème que le dev Android, par exemple. Donc il y a bien par métier des rituels et une organisation pour avancer, pas de sujet. En tout cas, au niveau de ce qu'on appelle la Digital Factory, on s'intéresse à ce qui est commun. Donc je renouvelle mon appel. Si quelqu'un a une solution miracle qui ne signifie pas on va se mettre chacun dans des silos, parce que finalement c'est un peu le destin de toute organisation qui grossit, et on va chacun se spécialiser sur un prendre domaine. des gens pour opérer l'Ops entre silos. Et exactement, parce qu'il faut bien qu'on se synchronise et puis prendre des chefs de projet qui vont aller prendre chaque train. On va citer d'autres frameworks. Safe. Et puis on va se faire des réunions, puis tous les 3 mois on va arriver au même endroit. On n'a pas encore fait le deuil de notre orga actuel qui fonctionne encore. Mais 40, ça commence à être beaucoup, effectivement. Et ouais, bien sûr. Et peut-être que la règle de ça, c'est d'avoir des grandes règles avec des ambassadeurs, des porteurs, puisque tu as cette culture commune. Et peut-être que c'est de ne pas en faire des dogmes non plus, que les gens comprennent le pourquoi ils font de cette manière-là et continuer à l'opérer à l'échelle. Oui, le souci est le suivant. Ce qu'on fait, a priori, marche. C'est-à-dire que l'approche qu'on a, elle marche. On a la confiance du groupe, et chaque jour qui passe, on est un peu plus essentiel au fonctionnement de l'entreprise. Parce que ce que je ne dis pas explicitement, c'est qu'on digitalise ce domaine du parking, le métier du parking. Et donc on est en train d'améliorer l'efficacité, on est en train de rationaliser, on est en train de générer des revenus, on est en train de standardiser, on est vraiment en train d'industrialiser le métier d'Indigo sur cette partie qui est un client achète quelque chose et consomme ce quelque chose. D'accord ? Donc cette partie-là, on l'industrialise. Du coup, l'ensemble des entités du groupe Indigo, sur les 5 B que j'ai cités, se tournent vers nous en disant j'ai un problème, je veux faire la recharge électrique, fais évoluer Indigo Neo pour. Donc quelque part, je deviens essentiel. Si je suis essentiel, je n'ai pas d'autre choix que de répondre aux problèmes. Au moins les problèmes majeurs, les problèmes peut-être moyens, les mineurs peut-être un peu moins, mais je dois répondre. Et donc mon challenge, il est d'arriver à continuer à être aussi efficace sans perdre ma culture. Et donc là, pour l'instant, je me répète, on est toujours dans la phase où on a toujours une culture très forte. Pour l'instant, tout va bien, mais chaque jour qui passe, avec chaque nouvelle personne qui nous rejoint, c'est un peu plus compliqué. Donc si vous avez une bonne expérience de scale-up en évitant les silos, je prends. Parfait, on va travailler dessus, on va plancher. Mathias, tout ce mode-là, cette organisation, j'imagine que tu as des sources d'inspiration, tu as une ressource, un bouquin, un podcast, je ne sais quoi, qui t'inspire et que tu as envie de partager. Alors j'ai 2 bouquins fondateurs, un sur le design, parce que finalement faire du produit c'est faire du design. Alors pour tout le monde, c'est un livre de Don Norman, Design of Everyday Things. Ce que j'ai retenu moi dans ce livre, c'est cette notion d'affordance. Quand tu construis quelque chose, il faut que la chose que tu construises, sans que tu aies besoin d'essayer de lire un manuel, sans que tu aies besoin de cliquer pour savoir ce qui se passe, tu as besoin que ce que tu construis t'explique de lui-même, intuitif, comment ça fonctionne. Donc ça, malheureusement, j'ai encore des pages sur Indigo Neo où il y a du légal, des choses comme ça. Et moi, j'en suis à un point où le légal, qui dans beaucoup de sites, beaucoup d'apps est en tout petit, parce que tu comprends, c'est une contrainte. Moi, c'est l'opposé. C'est-à-dire que le légal, il doit être à la même taille de texte que le reste du service. Par contre, s'il est là, il ne faut pas qu'il occupe tout l'espace, et il faut qu'on comprenne en tant qu'usager, ça m'importe quelles sont les conditions. Du coup, j'ai besoin, entre guillemets, de bien verbaliser ce qu'apporte ce texte. Par exemple, dans le légal, on est en vente à distance, donc on vend sur Internet, on vend sur l'application, le client a le droit de se rétracter sous un délai. Donc il faut lui expliquer de manière pédagogique ce droit de rétractation. Et c'est pas caché dans une ligne toute petite, c'est pas dans le contrat qui est en annexe. Non, il faut que ce soit lisible.
Et donc la donne normale, moi, c'est vraiment quelque chose de fondateur. Et sur le parcours client, comment construire quelque chose qui fait que ça sera utilisé sans forcément besoin de comprendre, de réfléchir, ou de creuser, ou de faire de l'essai-erreur. Et en même temps, application directe à comment je construis ma interface. J'en ai un deuxième livre. Hacking Growth, c'est une hélice majeure pour moi. Hacking Growth, c'est pas Growth Hacking. Growth Hacking, ma définition à moi, c'est j'essaie de croître un petit peu à toute vitesse et je vais trouver des petits tips Pour y arriver. pour y arriver. C'est pas du tout ça. Hacking Growth, c'est l'extrême opposé. C'est comment tu construis un produit qui intrinsèquement va croître. Product-led growth. Exactement, c'est le produit. Donc pour moi, il est majeur. Alors il date de peut-être une petite dizaine d'années, solide déjà. Mais il est majeur dans la manière dont je pense les choses. Je pense que si j'arrive à comprendre, le Gemba Walk m'aide beaucoup, ce que mes usagers les plus récurrents, les plus fidèles font, et que je rends ça le plus simple possible, le plus facile d'accès à l'ensemble de mes clients, j'ai fait un truc magique. J'ai trouvé le fameux haha. Le client trouve vraiment une vraie valeur dans ce que je fais. Le aha moment. Et je le rends accessible à tout le monde. Majeur, parce que moi je cherche à développer mon business. Et donc si tout le monde a compris à quel point c'est génial d'utiliser Indigo Neo, moi en tant qu'Indigo j'ai gagné. Donc ce haha, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est cette notion de, à nouveau c'est du product-led growth, c'est comment le produit de lui-même automatise, industrialise, facilite le fait de recommander à un utilisateur d'utiliser mon produit. Parce que si je fais ça, c'est à nouveau jackpot. C'est des gens qui ont compris la valeur qui vont aller recommander l'usage de mon produit. Tu as franchi le funnel. Exactement. Et donc ces deux livres-là, pour moi, sont fondateurs de la manière dont je pense le produit. Excellent. Mathias, peut-être un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. On grossit. On est au cœur d'une activité de transformation, de digitalisation d'activité du parking. Parking, c'est pas très sexy comme ça, rien que le mot. Plutôt un endroit voilà, où on y va un peu finalement par contrainte. Voilà. Nous, on fait un truc extraordinaire. On est au cœur de la transfo des villes. Et donc, en fait, on ne parle pas de parking. On parle de vélo, on parle de recharge, on parle de mobilité. On parle même de logistique urbaine. On est en train de transformer des parkings pour aider la livraison au plus près des clients. Donc, on fait énormément de métiers qui sont complètement, entre guillemets, qui pourraient passer inaperçus auprès de l'usager final. Et donc là, nous, on cherche des gens qui ont envie de nous rejoindre au sein d'Indigo Neo pour aller fabriquer le parking d'aujourd'hui et le parking de demain. Voilà ma conclusion. Excellent. Merci beaucoup Mathias, c'était chouette. Merci encore d'être venu parmi nous. Et j'imagine que tu es joignable, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont des questions. Sur LinkedIn, vous allez me retrouver facilement. Voilà, retrouvez Mathias sur LinkedIn et encore merci de nous avoir transmis tout ton savoir et toutes vos pratiques et d'être venu chez nous. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!